Nous avons entendu parler de l'âge d'or, de l'âge d'argent et de ceux d'airain, de fer. Nous avons fait la guerre, la paix, le progrès. Nous sommes arrivés de si loin, avec un lourd poids sur notre conscience, sans cependant nous approcher plus près du bonheur que nos ancêtres, que nos prédécesseurs, que nos parents et grands-parents. C'est une question philosophique et qui est éternelle. Et le rêve est souvent lié au bonheur. Je pense que la définition du bonheur est probablement une des plus difficiles à donner. On ne va pas imaginer un bonheur continu. Le bonheur est un luxe plus que le luxe ne l'est lui-même. Cette vieille métaphore reste toujours vivante, incontestée et incontestable. Nous avons couru par monts et par vaux et tenté divers expédients et substituts. Grandeur, oripeau, mémoire, oubli, plaisir, félicité. Paris reste un témoignage, notamment le long de la Seine, qui est cette rivière extraordinaire, ce fleuve extraordinaire qui traverse le cœur de Paris. Paris reste le témoignage peut-être unique au monde de chaque période historique qui a apporté son monument, son témoignage architectural. Alors, par rapport à la génération d'il y a 60 ans, aujourd'hui, évidemment, tout le monde est ultra connecté. Tout le monde connaît instantanément les nouvelles du monde, les nouvelles de chacun. Et ça a créé un sentiment d'appartenir à un village planétaire où chacun est en connexion avec les gens qu'il connaît, les amis à travers le monde, de façon instantanée. Le luxe est à la fois aujourd'hui complètement globalisé, complètement ouvert sur le monde, avec une clientèle qui voyage instantanément, qui est partout à la fois. Les techniques d'aujourd'hui permettent évidemment d'appliquer une démarche de sur-mesure à l'ensemble des produits, puisque la prise de mesure se fait instantanément, puisque l'adaptation de nos outils de production, de nos outils de fabrication, permet de faire exclusivement des vêtements, des chaussures, des accessoires qui sont complètement adaptés à la morphologie et à la condition physique de chacun. Et donc le luxe est vraiment permet vraiment de se sentir bien dans sa vie de tous les jours, pas seulement dans les grandes occasions. Et donc pour faire un cadeau, notamment un cadeau dans les maisons de luxe, eh bien il n'y a plus de risque de se tromper, puisque les goûts de chacun sont connus, sont enregistrés, la taille exacte. Alors j'ai choisi le mot instéternel parce qu'il combine à la fois la notion d'instantané, d'immédiateté, et que quand on vit une expérience ou quand on s'achète, on s'offre ou on offre un objet d'une maison du comité Colbert, le plaisir est instantané. Il y a une force de l'instant. Mais en même temps, instéternel veut dire aussi que ce souvenir va perdurer, que l'objet va durer, va vivre avec vous. Donc j'aime bien ce mot de instéternel parce qu'il combine, pour moi, ce qu'apporte
un objet de luxe, c'est-à-dire, encore une fois, à la fois l'instantané et le long terme. Avec le langage, nous avons pris conscience des profondeurs de nous-mêmes. Avec la technologie, nous avons pu envoyer des messages dans l'espace. Avec la créativité, nous sommes devenus inventeurs et gardiens de la beauté. C'est comme si par essence notre histoire était une multiple tentative lancée pour comprendre l'autre et puis le monde. En 2074, les individus restent toujours les mêmes au sens où l'humanité n'a pas drastiquement changé, mais par contre il y a un certain nombre d'évolutions. Par exemple, le rapport à l'intimité a beaucoup changé et on a beaucoup plus tendance à mettre en avant l'idée de la transparence ou de la sincérité. Donc dans le système de valeurs de ces individus, on retrouve beaucoup plus cette idée d'être transparent et de tout dire. Il y a un rapport, c'est que l'espoir, ce serait davantage d'empathie. Je pense que les enjeux et vraiment les défis auxquels on doit faire face, c'est justement d'apprendre à mieux communiquer les uns avec les autres, quelles que soient nos cultures, quels que soient les horizons desquels on vienne, et justement peut-être mettre la technologie au service de cette compréhension mutuelle et du genre humain, de ce que nous sommes vraiment en tant qu'être humain. Donc j'espère, personnellement en tout cas, que l'empathie restera vraiment une question centrale. L'hémotissu, c'est un tissu qui est relié en fait au cerveau par des micropuces dans le cerveau et qui permet en fait de refléter en temps réel les émotions des individus à travers des couleurs, mais aussi un certain nombre de motifs. Donc, dans l'évolution en fait technologique, on voit que l'hémotissu est mis au service des êtres humains pour en fait davantage refléter leur monde intérieur, leurs émotions et leurs sentiments. Oui, je pense que la beauté, comme raconter des histoires d'ailleurs, ce sont deux choses qu'on retrouve en permanence en fait chez l'être humain, et parce qu'on a sûrement ce besoin profond en fait de beauté. On a besoin de s'émerveiller parce que ce qui est beau, c'est ce qui génère et suscite en nous un certain nombre d'émotions. Et est-ce qu'on n'a pas tous besoin quelque part dans la vie, à certains moments, de rendre les choses beaucoup plus vivantes et beaucoup plus intenses? Moments qui nous rendent pleinement vivants. Fragments de mémoire aux éclats inégalés, quoique fugaces, même triviaux, nous appartenant sans partage. Notre vie pèse justement autant que la somme de ces instants. Si par hasard ils trouvent corps dans un objet plus durable que nous-mêmes, ils pourront parler à notre place quand nous ne serons plus. Combien nous l'espérons ardemment depuis des temps immémoriaux. Les diamants nébulaires qui existent sont créés au cœur des étoiles. Et ce sont des objets imparfaits, ce ne sont pas des diamants qui ont été faits de manière lente, comme chez nous quand il y a une éruption volcanique, mais ils sont faits lors d'une explosion d'étoiles. Donc ils ont des impuretés et ça les rend absolument uniques. Ce qui veut dire que si vous coupez deux morceaux d'un même diamant nébulaire, ces deux morceaux sont capables de communiquer ensemble, ils sont liés, ils sont ce qu'on appelle intriqués, d'une façon totalement étrange. Ce que l'on essaie, c'est de créer quelque chose qui va durer plus longtemps que soi-même, pour qu'on se souvienne de nous et pour qu'on se souvienne surtout de l'instant magique, de l'instant parfait que nous venons de vivre. Cette chose qui est à la fois insta-éternelle et fragile et indispensable pour ces raisons. Et ça, c'est quelque chose qui nous oblige à penser à tout moment de notre vie comme constitué de moments importants. Et c'est quelque chose d'insta-éternel, c'est-à-dire rassembler autour de notre cou les perles de ces moments instantanés
que nous garderons pour l'éternité parce qu'ils sont associés à des choses importantes, à des gens que nous aimons et à des choses qui ont fait de nous ce que nous sommes et qui ont fait de notre vie quelque chose qui mérite d'être vécu. Mais c'est associé à un moment, par exemple, où la personne que vous aimez vous passe une bague au doigt ou vous offre cette pierre, et c'est ce moment-là qui est gardé dans l'éternité du diamant. Donc, on garde quelque chose qui est très court, mais qui est très intense, dans quelque chose qui se prolonge dans le temps. Et on ne garde que les moments essentiels. C'est à ça que sert le luxe aussi. C'est à capturer des moments parfaits et à les transmettre, à garder d'une génération à l'autre ce côté totalement essentiel d'un instant parfait. Je crois que être heureux, c'est tout simplement avoir le sentiment qu'on est unique et que on a été choisi pour vivre des choses extraordinaires, pour avoir des moments précieux. Et ça, ce sont des choses infiniment précieuses parce qu'elles sont rares, qu'elles sont fragiles et qu'elles sont tout à fait personnelles. C'est intime et c'est personnel. C'est le sculpteur qui extrait d'un bloc de marbre quelque chose qui était là, mais que lui seul avait vu. Et c'est nous autres écrivains, quand nous essayons avec des mots, de pauvres mots, d'enfermer un instant parfait dans une phrase qui pourrait être lue bien après que nous soyons morts. C'est la raison qui nous fait faire ce que nous faisons. C'est le sentiment qu'on peut s'échapper de soi-même et capturer quelque chose de parfait, de presque parfait, et l'enfermer dans un moment qui durera beaucoup plus longtemps que nous-mêmes. L'avenir semble nous promettre l'accomplissement de nos souhaits, un retour dans le passé, une éventuelle rencontre avec des revenants. Nous, pour faire rimer souvenir avec devenir, pour nous renvoyer des échos de nous-mêmes, pour nous laisser accomplir une symphonie de notre âme, eh bien la musique est un tel médium de nature à nous en donner un avant-goût. Verdi, Bellini, Donizetti, Tchaïkovski, Prokofiev, Fauré, Debussy, Ravel. Je pense que la musique est véritablement un langage universel. Tout le monde se reconnaît dans la musique, dans tous les pays du monde. On fait de la musique, on chante, on danse. Et je pense que c'est véritablement dans cet univers musical que nous pouvons tous nous réunir, nous retrouver, avoir des échos aussi, des différentes sensibilités qui sont exprimées par la musique. Nous sommes attentifs aux sens, au plaisir que peuvent nous procurer la vue, l'odorat, l'ouïe, avec la musique notamment. Et nous sommes aussi très sensibles à ces moments exceptionnels que peuvent procurer nos produits de luxe, parce que nous restons très sensibles aux objets et à la sollicitation des sens que ces objets peuvent solliciter. Tous les objets sont porteurs de sens. La valeur des objets est multiple. Elle nous surprend la première fois et tout au long de notre existence ne cesse de raviver joie ou tristesse. Nous les semons comme des cailloux sur l'étroit chemin qui mène à nous-mêmes. Et je crois que l'apport de l'humain, c'est de créer du sens. C'est pour ça que je dis que les artistes sont intéressants à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce qui va faire que, par rapport à une intelligence artificielle, ils vont donner du sens, donner une direction. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir apprivoiser la différence, le changement. C'est ça qui est, à mon avis, le plus intéressant, et c'est comme ça que des œuvres, finalement, qui soient très anciennes, nous parlent encore. Parce que finalement, les artisans, les artistes de l'époque ont utilisé ce qu'ils étaient, ce qu'ils ressentaient à l'époque. Ils l'ont mis dans leur œuvre.
Et on ne se souvient pas de leur nom, mais on est sensible à ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui, à mon avis, fait que l'aspect de la transcendance, le fait qu'une œuvre continue de nous interpeller, c'est comment un artiste a utilisé ce qu'il est, il l'a transmis, il l'a traduit dans une œuvre, et c'est ça qui nous touche. L'expérience du vin, c'est aussi un partage. Ce qui est intéressant, c'est de boire, par exemple, en France, l'idée, c'est de boire une bouteille entre amis, le soir, dans un bon repas. Ça fait partie du plaisir. Et finalement, la bouteille est aussi le symbole de cette réunion entre amis, entre humains. Je crois que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la bouteille que l'on partage, les sensations que l'on partage, on discute autour du vin, de la qualité, toute cette discussion, cette communication autour de la bouteille fait partie du plaisir. Je crois que le luxe, c'est aussi se dire qu'on a ce moment et qu'il n'est pas triste. Et qu'il est juste, on peut voilà, quand on va pas bien, on peut se remémorer ce moment et avoir du plaisir, retrouver ce plaisir. Le passé est inchangeable, le présent insaisissable. L'avenir, tel un spectacle au rideau à peine soulevé, est en constant état de métamorphose. L'avenir promet 1001 possibilités. Hasardez-vous à chercher, à lutter, à rêver. Vestiges de notre existence, trésors que nous avons reçus et chéris, tout sera bercé en toute douceur vers l'avenir, jusque dans les bras de l'éternité. Je crois que ça, c'est intéressant de voir qu'on en arrive à ça et de supprimer ces frontières entre la nature, l'homme et la technologie. C'est ça qui, à mon avis, est le plus intéressant. C'est vrai, je pense, pour tous les artistes, nous aimons que les choses que nous créons nous survivent. Et c'est encore plus vrai pour les gens comme moi qui parlent de science-fiction ou d'anticipation, parce que nous écrivons des histoires qui se passent à un moment donné où je ne serai plus là. Je ne serai plus là en 2074, et en tout cas, dans mes histoires, j'essaie toujours d'avoir un moment ou deux, peut-être quelquefois quelques lignes, juste un début de poésie, où j'essaie de dire que ce moment-là, cet instant-là, je ne sais pas bien le qualifier, mais à mon sens, il est important, suffisamment important pour être plus important que moi. On a l'impression, dans les propos qui sont tenus sur le futur, qu'on efface tout et que le passé n'est pas présent. Or, je pense que, de fait, nous sommes toujours en train de nous construire sur le passé et futur, présent, passé communiquent en permanence. La création, la matière, les savoir-faire, ce sont 3 piliers qui continuera à exister. Après, dans un environnement qui va changer, qui va évoluer, parce que c'est ce qui nous permettra de continuer à faire rêver nos clientes. En 2074, comme il y a 100 ans, comme à toutes les époques, l'homme a eu une aspiration vers la beauté, vers l'esthétique. Au fond, les maisons de luxe traduisent cette aspiration à la création et au beau dans les objets de la vie de tous les jours. À la fois des objets qui vont vous procurer un grand plaisir, mais aussi des moments, des expériences que l'on peut vivre, des souvenirs qui resteront dans votre mémoire. La main de l'homme ne pourra jamais être remplacée. La vibration qu'on peut avoir dans une couture, la vibration qu'on peut avoir dans une patine artisanale, jamais une machine ne pourra la reproduire. Est-ce que les produits de luxe peuvent créer du bonheur? Je ne sais pas, mais je suis certain qu'ils peuvent vraiment l'accompagner.